Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Point de vue reçoit aujourd'hui le député Patrick Lonsson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement. Vous l'écouterez sur l'actualité politique de ces derniers jours au Togo avec le confrère Dieudonné Kourolakina, patron du quotidien Togo Matin. Nous allons lui poser des questions. Cette émission, comme d'habitude, va durer environ 55 minutes. À la manette, Laurent Lorenzo, je m'appelle Mathieu Mozo. Bien, merci encore une fois d'être sur Zéphyr en ce moment. Notre invité en studio, le confrère également est là. Monsieur Patrick Lonsson, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, député à l'Assemblée nationale. Bonjour, Dieudonné Kourolakina. Bonjour, cher Mathieu. Bonjour, fidèles auditrices et fidèles auditeurs de Radio Zéphyr. Merci à vous aussi d'être disponible à chaque fois qu'on vous invite ici. Ce n'est pas évident, surtout que vous êtes quotidien. Non, c'est plutôt un honneur que d'être invité sur un plateau, un prestigieux plateau comme le vôtre. Merci beaucoup. Pour partager ses opinions. Surtout pour poser des questions à monsieur Patrick Lonsson. Aujourd'hui. Voilà, directeur de publication du quotidien Togo Matin. On va jeter rapidement un coup d'œil sur à la une de votre journal Togo Matin qui est dans le kiosque donc ce matin. Ouais, la livraison donc de ce jour de Togo Matin titre en manchette, en titre principal, le forum présidentiel de la jeunesse se prépare activement avec le comité d'organisation qui a été mis en place hier, présidé par le professeur Doji Kokoroko, oui, qui a reçu donc les termes de référence des mains de la directrice de cabinet de la présidence de la République, Madame Dogbé, hier. C'est un forum qui aura lieu en avril prochain. Et selon un communiqué donc de la direction de communication de la présidence de la République, c'est un forum initié par le chef de l'État. Il avait annoncé, oui, envie de pouvoir tisser des passerelles directes avec cette jeunesse et de pouvoir être au fait des besoins réels et directs donc de cette couche importante de notre pays. Deuxième sujet important, donc sujet politique. L'opposition toujours dans son rôle d'entorse au dialogue et vous comprenez clairement que nous faisons allusion à la reprise annoncée des manifestations de rue par l'opposition. Et l'éditorial donc d'ailleurs qui est donc qui s'inscrit dans le prolongement un peu de ce sujet politique et qui s'intitule donc Immaturité politique. Parce que la question centrale que nous nous posons est de savoir mais citant un voyage stratégique amenait l'opposition à rencontrer le médiateur de cette crise, je veux dire Nana Akufo-Addo. Alors, mais pourquoi ne pas attendre d'abord justement d'échanger avec Nana Akufo-Addo avant d'annoncer quelques reprises des manifestations que ce soit, dans la mesure où on accepte d'aller rencontrer le médiateur. On n'a pas encore rencontré le médiateur, mais on annonce et en violation quand même de certaines dispositions du règlement intérieur donc du dialogue qui est en cours et qui est mise entre parenthèses depuis donc cette seconde suspension. Le 23 février. Voilà quelques sujets importants qui barrent la une de Togo Matin de ce matin. Le social, il y en a? Le social, non, mais alors le social, dans une certaine mesure, avec le projet d'électrification ou le lancement donc de la centrale photovoltaïque à Takbapieni dans l'OTI hier par le chef de l'État, une centrale de 1000 mégawatts inaugurée donc effectivement hier par le chef de l'État et s'inscrivant dans le cadre de son projet CISO. Vous savez, c'est un projet présidentiel où le chef de l'État fait la promesse justement de permettre au maximum possible de foyers togolais d'être électrifiés au cours de son mandat social. D'accord. Ouais. Voilà, merci beaucoup d'avoir partagé ces informations avec nous. En tout cas, les lecteurs peuvent trouver Togo Matin, le numéro d'aujourd'hui dans le kiosque. Bien, on va donner la parole à notre invité, monsieur Patrick Lonsson. Merci beaucoup encore une fois d'être là. Cela fait longtemps que vous n'êtes plus venu par ici. Comment vous allez et votre parti? Ben, je vais bien, comme vous me voyez. Le parti aussi.
à part que nos activités sont altérées par celles que nous menons également au sein de la coalition. Mais cela ne nous gêne pas du tout à partir du moment où cela contribue à atteindre beaucoup plus rapidement l'objet de notre existence, c'est-à-dire l'alternance au Togo et la bonne gouvernance. Donc, le parti se porte bien et travaille avec les 13 autres partis au sein de la coalition. D'accord. Justement, dans un communiqué rendu public lundi, une délégation, en tout cas, on dit pratiquement que c'est les responsables des 14 partis de la coalition de l'opposition qui devraient se rendre au Ghana. Ils y sont d'ailleurs depuis hier sur invitation du facilitateur du dialogue intertogolais, le président Nana Akufo-Addo. C'est vrai, ils sont au Ghana, hein, vous le confirmez? Oui, je le confirme. Ils sont arrivés au Ghana hier en fin d'après-midi. Alors, et contrairement à ce que les gens ont dit, ils ne sont pas là-bas pour une soirée de gala. Ils sont allés pour travailler. Toute la soirée d'hier, ils ne sont pas sortis de leur hôtel. Ah, d'accord. Mais étant donné que c'est des hôtes du pays, des responsables ghanéens sont allés dîner avec eux, de même que des parlementaires, mais ça s'est arrêté là. Il n'y a rien eu d'autre. J'ai lu beaucoup de choses. Les gens écrivent beaucoup à travers les réseaux sociaux maintenant. C'est aujourd'hui qu'aura lieu la rencontre avec le facilitateur. Au menu de cette rencontre, c'est quoi? C'est vrai que vous êtes au pays, mais certainement vous avez des informations venant de là. Et bien sûr, puisque vous avez vu comment nous menons ce dialogue. Cette fois-ci, il y a la méthode. Tout le monde ne se déplace pas, tout le monde ne va pas dans la salle de réunion, mais c'est ensemble que nous travaillons. Et je suis l'un de ceux qui travaillent étroitement avec l'équipe visible. Et je peux vous dire que nous sommes allés au Ghana sur invitation du chef de l'État ghanéen, le facilitateur, Akufo-Addo. Mais je voudrais souligner d'ores et déjà que peut-être que vous me donnerez l'occasion de m'étendre là-dessus, mais je les énonce dès maintenant. Les 3 événements de Paratao. Oui, on va en parler. La nomination des présidents des CELI. On va en parler. Sont des faits qui devraient indébutablement amener l'opposition, ou du moins les 14 partis, à reconsidérer les engagements pris dans le règlement intérieur, à savoir qu'il n'y aura pas de manifestation. Étant donné que mon ami de Togo Matin en a parlé, je voudrais en profiter pour le relever d'ores et déjà. D'accord. Oui, une question. Mais justement, Monsieur le Président, mais pourquoi mettre face à face justement la question de la suspension et les processus électoraux, dans la mesure justement où vous le dites si bien, le règlement intérieur du dialogue n'en a pas parlé ou n'en parlait pas. Pourquoi mettre face à face aujourd'hui justement cette question et les processus électoraux qui sont en cours? Mais peut-être que vous n'avez pas la chance que moi j'ai, vous n'êtes pas dans le secret des dieux. Mais ce problème s'est posé. Et lorsque cela a été évoqué, le facilitateur a dit ouvertement et devant les 2 partis que ce serait un casus belli. Ce serait une façon de délier l'opposition. Parce que c'est les méthodes d'avant, ça. On nous met devant le fait accompli, après on nous dit
Ah, la CENI existe déjà. Oui, on a déjà fait la révision des listes. On a déjà nommé les présidents des CELI. Tout ça là, c'est fini. On voudrait, sans arrogance, qu'on puisse discuter et trouver des solutions aux problèmes de notre pays. Ces problèmes minent le Togo. On n'arrive plus à développer l'économie. On n'arrive plus à enseigner aux enfants. On n'arrive plus à soigner. Est-ce qu'il n'est pas temps que tous les Togolais se penchent sur les problèmes qui ruinent la nation pour que nos institutions devenant plus viables, on puisse s'investir dans le développement économique de notre pays. Voilà notre souci. Oui, Monsieur Patrick Lansson, au niveau des discussions, je crois que le pouvoir avait dit, quand vous aviez posé la condition de suspendre le processus électoral, le pouvoir avait dit qu'il va réfléchir. Est-ce qu'il est revenu vous dire quelque chose? Non, en fait, nous ne sommes pas les censeurs du pouvoir. C'est aux facilitateurs que le pouvoir devrait redire si c'est non ou pas. Mais rien n'a été dit, qui ne dit rien consent. Et je crois que nous devions noter au passage que cette méthode-là n'est pas bonne. Mettre je dirais, dans le contexte là, les partenaires devant le fait accompli n'est pas une bonne chose. Parce que la crise togolaise, c'est quoi? C'est une crise politique, mais doublée d'une crise institutionnelle. Les problèmes électoraux nous ont toujours posé des problèmes de fond. Pourquoi pour une fois on ne s'entendrait pas pour organiser des élections transparentes qui permettraient au pays de repartir sur des rails solides? À ce niveau, Monsieur Patrick Lansson, est-ce que la mise en place de la CENI vous a surpris? Parce que quand vous dites qu'on veut vous mettre devant le fait accompli. Oui. Nous l'avons déjà dit, puisque compte tenu nous sommes partenaires de la CENI. Oui. Nous sommes même membres de la CENI. Donc à partir de là, c'est ensemble qu'on devrait revoir le cadre électoral avant de commencer à mettre encore sur pied une CENI. Or, la CENI qui a été mise en place l'a été dans les mêmes conditions qu'avant. C'est pourquoi vos représentants n'y sont pas jusqu'alors. Mais bien sûr, puisque nous attendons qu'on puisse discuter ensemble de ces problèmes-là, aplanir les problèmes qui bloquaient le bon fonctionnement de la CENI et du bon fonctionnement des lois électorales, pour qu'on puisse ensemble se mettre à travailler pour des élections transparentes au Togo. D'accord. Alors, est-ce que le médiateur vous a déjà dit, en tout cas dit à la coalition, la date de la reprise des discussions dans le cadre du dialogue, ou bien peut-être cette date sortira après l'entretien que la délégation qui est actuellement au Ghana, en tout cas, reviendra au pays? Oui, voilà. Lorsque le médiateur a suspendu le dialogue, il a dit deux choses. D'abord, dans l'intervalle, il a des voyages à faire, c'est un chef d'État, il doit s'occuper de son pays. C'est une réalité. Deuxième chose, il faut qu'on saisisse cette occasion pour qu'il y ait des entretiens bilatéraux entre le facilitateur et chaque partie. Moi, je dirais, normalement, et ça, je ne vous le dirai pas ici, ça a été fait ou pas, normalement, il devrait y avoir également des entretiens. Ça, il ne nous l'a pas recommandé. Mais le bon sens voudrait que les deux parties saisissent l'occasion pour s'entretenir, peut-être pour se comprendre sur ce qui n'allait pas. Ça, ne me posez pas la question de savoir si nous l'avons fait ou pas. Vous devriez, parce qu'il faut des discussions de couleur aussi. Mais ceci dit, nous sommes allés à Accra, justement, pour réfléchir sur comment cette reprise va se faire, sur les points de blocage qui portent pour le moment sur deux choses essentielles. La première chose,
c'est les mesures d'apaisement. On voudrait que On va ça dire le reliquat des mesures d'apaisement. Parce qu'il y a eu d'autres. Comme vous voulez. Le reliquat peut être grand ou petit. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Et il y a les mesures d'apaisement, et puis il y a le grand problème du retour à la Constitution de 92. Je crois que c'est le plat On va parler de tout ça que vous me réservez pour la fin. Oui. Mais monsieur Patrick Larsson, est-ce que vous pensez que au regard justement des discussions avec le président Akufo-Addo, la coalition pourrait revenir du Ghana en revenant sur sa décision justement d'organiser de nouveau des manifestations de rue? Est-ce qu'il est possible? Vous savez, je suis membre de la coalition, mais je suis également membre d'un parti, l'ANC. Membre influent. Parce que vous êtes le premier vice-président quand même. Je ne sais pas si je suis influent, mais oui. je voudrais dire tout simplement que nous, dans notre entendement, on devrait avoir la possibilité de rendre compte régulièrement aux populations. Et donc, à ce titre, pour nous, les manifestations ne devraient pas constituer un frein au dialogue entre les deux parties. Mais étant donné que l'autre partie l'a demandé, et lier ça en quelque sorte également à sa prédisposition à s'occuper des problèmes, des mesures d'apaisement, nous l'avons accepté. Mais ça n'engage que moi, la mort dans l'âme. Et par respect pour le facilitateur. Parce que je demeure convaincu qu'on ne peut pas mener un dialogue de cette importance sans avoir la possibilité de rendre compte aux populations. C'est notre seule arme. Je ne fais pas dans la provocation. Est-ce qu'à travers les meetings, ça ne peut pas se faire que des marches? Bien sûr. Parce que quand vous marchez sur tout l'itinéraire, les boutiques sont fermées. Je crois que jusque-là, nous avons parlé d'ailleurs des manifestations. Les manifestations peuvent être des sit-ins, des meetings, des marches. Quand je dis il fallait informer, en fait, nous étions dans le schéma d'informer les populations par l'organisation de meetings. Tout à fait. Lorsque nous nous sommes rendus compte que non seulement UNIR a mis sur pied, a nommé des présidents des CELI pour nous berner, que UNIR a fait même des manifestations à travers sa jeunesse et des organismes affiliés d'une façon détournée. On a des yeux pour voir. Et UNIR également a permis que cet incident de Baratao se passe. Cela a fait changer complètement notre position. Sinon, on était dans la logique de meeting. Justement, là, nous nous sommes dit, bon, mais vous savez, quand on fait un dialogue, ne nous voilons pas la face. C'est une question de rapport de force. UNIR veut nous humilier par tout ce qui s'est passé. Nous aussi, on va faire le gros dos avec nos marches. D'accord. Donc, c'est le bras de fer, alors. Oui, monsieur le vice-président, enfin, que s'est-il passé au juste à Baratao, selon vos informations? Que s'est-il au juste passé? La question est bonne. On a suffisamment d'éléments, mais pas tous les éléments. Dans la nuit du 24 février au 25 février, on a sorti des gens en armes, des forces de sécurité, qui se sont mis à bastonner tous ceux qui venaient de Sokole ou qui revenaient de Tchamba, dans un sens ou dans un autre. Et cela s'est passé pendant une bonne partie de la nuit. Et c'est parce que finalement il a plu que cela s'est estompé. Il est tombé une grande pluie et cela s'est estompé. Maintenant, les raisons pour lesquelles cela serait arrivé varient. Pour certains, on aurait appris que
le président Tchadam est arrivé dans son village natal. Pour d'autres, c'était une expédition punitive, comme on en trouve souvent dans de pareils cas. Ça, je ne peux pas vous dire les raisons aujourd'hui. Mais les faits sont là. On a comme impression que, comme c'est le village natal du président du PNP, Tipi Tchadam, aucun mouvement ne doit s'y passer là. Non, je ne crois pas, puisque là, il y a eu violence sur les hommes. C'est ça. Si avec, par exemple, un contrôle de routine, Ouais. de papier, etc., où on arrêtait les gens pour leur prendre, pour voir s'ils ont leur permis de conduire, etc., on comprendrait. Ce serait une façon de détourner, de les punir. Mais là, c'était des fessées directement. D'accord. Dieu donne, je crois que nous-mêmes, nous aussi, on va aller aux informations. Oui, aller aux Parce informations. que depuis Aller que ça aux s'est passé, informations. moi j'ai dû contacter un confrère là. La personne m'a dit qu'il y a rien. Maintenant parce que le conditionnel est hyper utilisé dans la relation des faits, et on se pose effectivement beaucoup de questions. Et vous avez, je crois, vous avez si bien fait on n'a pas toutes les informations. Ça, c'est clair. Et puis, il se trouve effectivement que certaines versions prennent en contre-pied d'autres, et ça pose... On va toujours Donc, continuer c'est un par chercher problème qui est l'information. posé. On l'a dénoncé. Maintenant, ça va faire Peut-être son même petit que chemin. l'autorité peut nous Voilà. situer. Pourquoi pas Exactement. le ministre de la Sécurité peut nous Exactement, situer sur dans cette un affaire. communiqué officiel Tout à fait. peut-être. Voilà, donc la nomination des présidents des commissions électorales locales indépendantes jeudi dernier a mis la coalition hors d'elle-même. Est-ce Oui. qu'on peut encore expliquer? C'est vrai qu'on a... Non, le terme n'est pas exagéré. Parce que ça a toujours été comme ça. Vous savez, j'ai commencé très tôt cette affaire. J'avais 6 ans. J'ai fait presque tous les dialogues, à l'exception des CPDC. Et je crois même que j'en ai fait un. Vous savez, ça a toujours été comme ça. On nous met devant le fait accompli. Après, on nous dit non, on va essayer de l'améliorer. Non, c'est pas bien. Je crois qu'aujourd'hui, le Togo a perdu trop Oui, de mais temps. M. Patrick Et Lonson, si vous aussi, il faut trouver des stratégies, puisque ça fait 26 ans qu'on vous fait cela, à pouvoir, vous Mais aussi, nous à chaque avons- fois qu'on veut vous surprendre, que vous soyez prêts. Mais puisque c'est pas nous qui sommes au pouvoir, on ne peut pas nommer les présidents des CELI. Nous, tout ce qu'on pouvait faire, c'est de mettre en garde. Et nous l'avons fait, puisque nous l'avons signalé au facilitateur. Et le facilitateur nous a recommandé aux uns et aux autres, n'allez pas dans ce sens parce que ça ne fera que envenimer la crise. Voilà la réalité. Dieu donne. Oui. Mais on en est là effectivement, parce que alors de votre point de vue, parce que c'est le problème de la CENI se pose effectivement, mais nous vivons une année électorale importante. Est-ce que de votre point de vue, il faut effectivement mettre entre parenthèses tous les processus électoraux? Parce que il y a quand même, de mon modeste point de vue, pour chaque État qui se respecte, un calendrier qu'on peut appeler un calendrier régalien. Au moins, par exemple, les élections locales pour cette année restent importantes. Bon, maintenant, il se trouve qu'il n'y a que la CENI pour organiser, quoi qu'on dise. Et il faut que toutes les institutions, toutes les structures appartenant à la CENI puissent fonctionner. Monsieur Patrick Lonson, Oui. est-ce qu'il faut attendre jusqu'à la fin du dialogue pour organiser? pour- Si le dialogue oui. doit durer 1 an, 2 Bien ans. sûr, si on se soucie de ce qui arrive à ce pays, ce n'est pas trop cher payé. Parce que les élections ont toujours été des moments de problème dans notre pays. Se dire, je vais prendre 3 mois de retard, ou même peut-être plus, sur le calendrier électoral, ce n'est pas trop donné à ce pays. Et ça, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. On ne peut pas dire que on va avancer dans le calendrier, mais il est arrivé que dans une année électorale, celle au cours de laquelle j'ai été réélu en 2013,
Mais nous n'avons rien fait. Il n'y a pas eu de dialogue particulier. Mais ces élections ont été organisées avec 3 mois ou 6 mois de retard. Ça qu'on ne dise rien. Aujourd'hui que la crise est devenue beaucoup plus grave et que l'un des points essentiels de cette crise, c'est l'organisation des élections. Je crois que il est recommandé pour chacun de nous de tout mettre en œuvre pour que les prochaines élections soient bien organisées au Togo. Surtout que il y aura probablement les élections locales. Des élections qui permettent aux Togolais de s'occuper au moins des quotidiens de leurs proches, de leur village, de leurs villes respectives, etc. Je crois que ces élections ne doivent pas être des élections biaisées. Et je crois que nous devrions aller également vers des élections législatives beaucoup plus justes et beaucoup plus représentatives. Et pour toutes ces raisons, je crois, et j'invite tous les Togolais, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité actuelle, à s'investir pour que désormais les élections s'organisent bien au Togo. Et s'il y a des raisons qui peuvent amener les uns et les autres à ne pas bien organiser les élections, c'est le moment. Nous sommes en pourparlers, nous sommes en discussion. Il faut poser tous les problèmes. Nous sommes entre Togolais. Il faut les résoudre pour libérer ce pays, de façon qu'on puisse s'organiser désormais, comme ça se passe au Ghana. On se demande que deviendra l'Assemblée actuelle jusqu'en juillet, puisque... C'est le problème le plus facile. Il y a une disposition de la Constitution qui dit que l'Assemblée reste en place jusqu'à l'élection d'une nouvelle. Donc ça si jamais les élections s'organisaient, est-ce que M. Patrick Lonson sera encore candidat à la je me pose des problèmes. Je ne vous le cache pas, c'est pas le lieu de le dire, mais je me pose des problèmes. J'ai fait 2 mandats. En dents de scie, bien sûr, puisque j'ai été renvoyé pendant la première législature. Vous avez été réhabilité. J'ai été réélu. Si c'est ça, c'est la vraie réhabilitation. Je la prends comme ça, avec mes 8 autres collègues d'infortune. Et je crois que moi aussi, je commence à prendre de l'âge. C'est vrai que vous êtes bien écouté chez vous là-bas, dans les lacs. Peut-être que... Oui, il suffit pas d'être bien écouté. Moi, je vous avoue, je vais vous dire la vérité. Le jour où on parvient à mettre sur pied une vie démocratique dans ce pays, je crois que le moment serait venu pour que moi je me retire. Parce que mon travail aujourd'hui, c'est quoi? J'ai besoin d'une tribune pour parler. Je n'ai pas besoin ce n'est pas être député comme les gens l'entendent, avec un clientélisme, etc., etc. Pour moi, c'est une tribune. Ça me permet aujourd'hui de venir parler plus facilement chez vous ici. Ça me permet d'aller ici et là. Mais c'est ça. C'est la tribune que ça représente pour moi et pour mon parti. Mais je crois que dès que nous allons reprendre une vie normale, démocratique, il faut qu'on commence à dégager la place pour d'autres. Pour laisser les jeunes. D'accord, on marque une pause. On revient tout à l'heure. C'était juste une pause. Nous sommes là avec notre invité, M. Patrick Lonson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, député à l'Assemblée nationale, et le confrère Dieudonné Kouroulakina, directeur de publication du quotidien Togo Matin. Lorenzo est à la mise en onde. Mathieu Mouzo, c'est mon nom. Voilà, Monsieur le Président, nous sommes de retour à voir, en tout cas, ce que vous venez de dire par rapport à votre représentation prochaine à une législature. La limitation du mandat des députés, comme proposé dans l'avant-projet de loi par le gouvernement, ne vous pose pas problème, vous personnellement, parce qu'on limitait aussi, cet avant-projet de loi limitait aussi le mandat des députés. Excusez-moi le mot, mais c'est une connerie. Qu'on limite oui, parce que vous savez,
D'abord, un député, il n'a pas de budget. Il n'a pas de budget, il ne gère pas un budget qui puisse le mettre chaque fois en conflit avec l'administration, avec le peuple, avec le fisc, etc. C'est quelqu'un qui participe à la vie de la nation. Et en plus de cela, limiter le mandat d'un député. Or, le député, c'est comme du vin. Ça se bonifie. Plus les années passent, on a besoin des gens d'expérience, des gens qui comprennent mieux les choses. Et donc, vous verrez en France que, en Europe, disons, même dans des pays africains, ce sont les députés qui ont déjà fait 2-3 mandats qui sont ceux qui aident le plus, qui forment même la future génération, y compris même les assistants qui viennent. Donc, je ne crois pas que il soit nécessaire de limiter le nombre de mandats des députés. En revanche, moi, je pense qu'il faut que rapidement, on aille vers le non-cumul des mandats. C'est-à-dire être député et maire, etc. Bon, aujourd'hui, nous avons ce débat au sein de notre parti. Moi, je suis de ceux qui disent que dès maintenant, il faut même commencer par le non-cumul des mandats. D'autres disent, et ils ont raison, que il faut partager l'expérience dans les localités avant que ce non-cumul n'intervienne. C'est-à-dire, peut-être dans 5 ans, 10 ans, on peut commencer à appliquer le non-cumul. Donc, c'est pas un problème de fond, mais c'est un débat qui est là. Ouais. D'accord. Oui, je donne Monsieur le Président, pour revenir peut-être à l'essentiel même ou le nœud gordien de cette crise, les revendications de l'opposition. Est-il vrai, selon vous, que les discussions achoppent autour de la question du retour à la Constitution de 92, tout d'abord? Est-il vrai? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que les discussions achoppent sur ce point, entre autres, mais essentiellement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, pendant cette suspension, j'espère que de part et d'autre, on a eu l'occasion de se parler, de mieux se comprendre. Parce que un dialogue, ce n'est pas seulement ce qui se passe dans la salle, mais c'est tout ce qu'on fait également autour. Un mot qu'on prononce dans une salle comporte toujours des non-dits. Ces non-dits-là, il faut les relever les uns les autres et en comprendre la substance. Une fois qu'on a compris la substance, il faut chercher des solutions, des réponses à ces inquiétudes-là. Chacun a son inquiétude dans le mot qu'il prononce. Il faudrait que on s'évertue à faire, on s'attelle à faire cela, que ce soit avec le facilitateur, que ce soit entre nous deux, parce que il n'est pas normal que aujourd'hui on puisse encore achopper sur le retour à la Constitution de 92. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que on dit beaucoup de choses, non rétroactivité, tout ça là laissons. Une loi, ça s'applique dans le temps. C'est tout ce que je veux dire. Mais ce qui est plus important, c'est que des hommes et des femmes, un jour, ont pris la Constitution, ont enlevé certaines phrases, en ont mis d'autres. Il suffit encore d'enlever ces phrases et d'en mettre d'autres. Et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème. Et nous sommes là, tous des Togolais. On a le temps maintenant de voir certaines incongruités qui peuvent apparaître une fois qu'on aurait dépassionné le débat.
Voilà, ce n'est pas nous qui avons demandé le retour à la Constitution de 92. C'est une frange importante de la population togolaise. Et c'est dû à quoi? Nous avons été au dialogue en 2006. Tout le monde a accepté que les choses se passent ainsi et cela a permis de légitimer le président de la République de l'époque, le président Faure Gnassingbé, puisqu'il y avait eu les 500 à 1000 morts. On a pu régler ces problèmes au cours du dialogue. On a pensé qu'il y aura une mise en œuvre. 11 ans après, il n'y a rien eu. Et cela crée des problèmes dans toutes les institutions. Cour constitutionnelle, CENI, HAC, un peu partout. Et c'est pourquoi le peuple, à un moment donné, a sonné le glas en disant, maintenant, comme vous n'êtes pas en mesure de faire la mise en œuvre de ce que vous avez arrêté vous-même les politiques, nous demandons le retour à la Constitution de 92, sur lequel le général Eyadema également s'est prononcé. Mais ça va dire donner suivre parce que c'est lui qui a abordé la question. Alors, vous avez touché du doigt quelque chose d'important à mes yeux. Et pendant ce temps de suspension, justement, parce que d'abord, pour commencer, le président Nana Akufo-Addo, à l'ouverture même du dialogue, disait quelque chose. Il n'a pas la baguette magique. Et autrement, il insistait sur le fait qu'il revenait aux Togolais de s'entendre après tout. Est-ce que vous pouvez nous dire si pendant ce temps de suspension, entre les deux parties, il existe quelques passerelles que ce soit? Parce que conscient justement de cette phrase importante de Nana Akufo-Addo, que après tout, il reviendrait aux Togolais de se trouver des solutions, ou de se parler, et pour se définir des solutions claires et viables à la crise. Je crois que le président Akufo-Addo a raison de le recommander fortement. Maintenant, vous dire sur cette antenne que nous avons parlé entre nous, ça ne vous regarde pas. D'accord, nous sommes d'accord là-dessus. Moi, je suis parfaitement d'accord là-dessus. Hein. Vous devez forcément par des couloirs, parce que ce que les Togolais veulent, c'est une solution à cette crise. Mais revenons sur le retour à la Constitution de 1992. Par quel acte faut-il restaurer les phrases qu'on a retirées, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans ce document-là, dans cette loi fondamentale? Par quel acte aujourd'hui on peut le faire? Il y en a plusieurs. Ouais. Il y en a plusieurs. On peut prendre justement un acte. Et cet acte, on peut le nommer comme on veut, charte, tout ce qu'on veut. On peut également le faire sous forme d'amendement. C'est des amendements qu'on apporte. Et ça, on a eu déjà l'exemple. 2014, ce que le gouvernement a amené changeait fondamentalement le texte. Donc, c'est un amendement. Ce que nous avons fait en 2017, lorsque le problème est arrivé à l'Assemblée nationale, nous avons proposé un certain nombre d'amendements qui étaient contenus dans un certain nombre d'articles. Et ça aussi, il suffisait que le gouvernement accepte les amendements, qu'on en discute pour que cela change fondamentalement ou remette les choses à leur place. Il y a un seul problème qui n'en est pas un, parce que on peut l'extirper ou le laisser puisque ça n'a pas existé dans la Constitution originelle de 92, c'est la création du Sénat. Il y a les articles qui sont relatifs au Sénat, qui étaient contenus également dans nos amendements. Mais ça, c'est un autre problème. Oui, aujourd'hui, si vous entendez au dialogue, par exemple, que cette constitution revienne, le processus, c'est quoi? Il faut qu'on amène le texte à l'Assemblée nationale, que vous votiez, ou qu'on aille à un référendum. Un référendum, pourquoi faire? Le référendum exige quoi aujourd'hui?
Parlons clairement parce qu'on nous entend. Allez-y. Le référendum exige qu'on ait un cadre électoral juste, fichier, une CENI qui fonctionne, etc. Nous ne les avons pas cela encore. n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, comment on peut organiser un référendum? Voilà le problème. Lorsque les gens, avec leur tempérament, ou d'une façon épidermique, disent non, 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 pas de référendum, je crois qu'on donne trop de facilité au régime. Il faut poser le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a un travail à faire avant de parler des élections et des consultations référendaires dans ce pays, qui passent par le fichier électoral. Donc aujourd'hui, la voie pour vous, pour le retour à la Constitution de 92, c'est l'Assemblée nationale. Oui, ou bien par... j'ai dit, il y en a plusieurs. Il y a la constituante, qui est possible. Il y a le dialogue, qui peut lui-même se transformer en une structure qui prend un acte qui ira bien sûr après à l'Assemblée nationale, etc., etc. On peut le faire, puisque à partir du moment où les politiques, les forces vives de la nation auraient décidé que c'est comme ça, mais le Parlement n'est pas différent de ces partis-là. Quand on va aujourd'hui à l'Assemblée nationale, que les élections aient été justes ou pas, c'est composé de qui? UNI, ANC, K, FDR, etc. Tous ces gens-là, on les retrouve au dialogue. Mais autour de la table, on n'a pas... Donc, si nous sommes sérieux et qu'on veut faire aboutir réellement ce dialogue et le changement que nous souhaitons tous, on donne des consignes. Et il y a des mains, ça a été fait. Mais il me semble que ça pose un petit problème, monsieur le président. Parce que autour, justement, de cette Quand ça pose problème au niveau de l'Assemblée, il y a le système de la constituante, il y a la charte, il y a beaucoup de choses. Le référendum. Mais parce que quand nous disons qu'il faut... Autour de la table du dialogue, il existe quelques partis non parlementaires aussi. Oui, ça. Oui, mais c'est encore plus fort. Ces partis non parlementaires donnent également leur soutien pour que cela puisse se faire. Cela veut dire que ce n'est pas seulement ceux qui ont été élus il y a 5 ans, mais c'est également peut-être le renouvellement de la légitimité qui soutient également ce que les anciens. D'accord. On va avancer assez rapidement. Monsieur le Président, si il y a aujourd'hui retour à la Constitution de 92, si c'est acté, que pensez-vous de la candidature de Faure Gnassingbé en 2020? Vous savez, je n'aime pas aborder ce problème parce que mais c'est lui justement, on n'entend pas, on entend beaucoup parler de cela. Ça nécessite des mots justes pour que cela ne soit pas interprété autrement. Mais je trouve qu'il est aujourd'hui, au XXIe siècle, inacceptable qu'une même famille puisse gouverner un pays pendant 50 ans. Je préférerais entendre demain que c'est Mouzou et Mathieu. Ça ne me gêne pas. Je n'ai rien contre ceux qui gouvernent. Mais je dis que, étant donné que c'est le patrimoine commun, je ne trouve pas normal que 50 ans après ça puisse continuer. Il y a des gens très intelligents à unir. Il y en a également ailleurs. C'est tout ce que je dis, mais c'est inacceptable, avouons-le. D'accord, c'est votre position, on a compris. Mais dites-nous aujourd'hui, lors de la conférence de presse du 1er mars dernier, vous disiez qu'il y a encore des choses à faire avant la reprise du dialogue, notamment les mesures d'apaisement. Je parlais tout à l'heure du reliquat. Oui. Vous insistez toujours, hein? Oui, puisque, surtout moi, aujourd'hui, je suis mal placé pour me taire. Voilà mes gars qui ont fait 5 ans en tôle. Sans justification, ils n'ont rien fait. Bon, avec insistance, ils sont sortis. Les 6 sont sortis.
Et maintenant, je vais me taire parce que les 6 de chez moi sont sortis et laisser ceux qui manifestaient avec moi il y a encore quelques mois là-bas. Qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui de relâcher les gens et qu'on demande aux facilitateurs de faire, ce n'est même pas une recommandation, mais de nous sommer de ne plus recommencer les mêmes choses qui ont abouti à ça, aux uns et aux autres. Mais il est temps que tous ces gens-là puissent retrouver leur liberté. Parce que c'est aujourd'hui injuste de voir que certains se retrouvent encore. Oui, Nous, on a un garçon, il n'était même pas à l'ANC, mais à un moment donné, c'est le pauvre garçon, il est étudiant, on l'a arrêté un peu après les incendies des marchés. Et on l'a comptabilisé pendant longtemps parmi les 7. Mais là, au moment de les relâcher, on ne pouvait plus le faire puisqu'il y a les dossiers. Mais nous nous en occupons sans savoir ce qu'on lui... Il n'a rien fait, c'est un étudiant. Qu'est-ce que ce garçon-là doit faire encore en prison? Il y a des collègues qui sont arrêtés à Sokodé, à Bafilo, à Kara et à Mango. Ces gens-là, il faut qu'on les libère. Oui, Monsieur le Président, je crois qu'on a libéré un grand nombre, hein, mais le gouvernement dit par exemple que ceux qui sont... Un reliquat, oui. Oui, ceux qui sont dans la procédure, criminelle, il faut les juger, mais ceux qui sont dans la procédure correctionnelle, il faut qu'on les condamne et que le gouvernement puisse bénéficier d'une grâce présidentielle. Mais si quelqu'un a commis un crime aujourd'hui, prenons l'exemple des 2 militaires tués à Sokodé, qu'on mette la main sur des gens, vous voulez qu'on les libère comme ça, Monsieur le Président? Mais on peut les libérer sous contrôle judiciaire. Ce pays mérite ça, si ça peut apporter l'apaisement. Ce pays mérite ça. On peut les libérer sous contrôle judiciaire. Je ne dis pas qu'il faut laisser tous les criminels se promener. Mais c'est dans un cadre précis que ça s'est passé. Il y a eu des erreurs. Mais bon, il faut les libérer et puis le calme viendra. Mais dans ce contexte aussi tendu, est-ce que c'est pas très risqué aussi, justement, que de libérer? Parce qu'un criminel, oui. Parfois d'ailleurs même le fait justement d'être gardé dans les murs d'une prison protège le criminel. Et je pense qu'il faut aussi analyser tous ces contours. Ce que vous dites est juste, mais je dis que ce n'est pas le moment de ce genre de spéculation. Il faut calmer les choses. Je crois que c'est un problème de volonté politique. Ce pays, on revient de loin, a failli passer dans la grande violence. Maintenant que tout le monde est redevenu assez raisonnable, il faut qu'on arrive à associer tout le monde. Libérer ces gens permettra à leurs parents aussi de s'associer à ce qui se fait. Et apporter la calmie, dire aux gens de Kara, de Sokodé, de Bafilo, de Mango, que vous êtes libre, vous pouvez encore manifester et faire des recommandations maintenant à nous, partis politiques, de faire attention pour ne pas chauffer le coin. C'est différent que de vouloir régenter tout ça et dire que ce sont des villes où on ne peut plus manifester, etc. Ça ne contribue pas à l'apaisement. Je le regrette. D'accord. Monsieur Patrick Lansson, en demandant aux populations de se tenir prêtes à être à l'écoute de des prochains mots d'ordre de la coalition, on a compris que vous voulez reprendre les marches. C'est effectif. C'est effectif. Vous allez reprendre la semaine prochaine. Oui, mardi, mercredi, jeudi et samedi. 4 jours, hein? 4 jours, mais c'est rien ça. C'est rien. Mais alors, parce que c'est la seule arme qu'on a. Et nous, on a arrêté parce qu'on s'est dit, cette fois-ci, c'est le bon. Mais quand on a vous en abusez pas, parce que c'est votre arme, non, parce que vous l'exploitez pas trop. Non, puisque
en fait, quand on en abuse, c'est les populations qui désertent la rue. Ça n'est pas encore le cas. Cela veut dire qu'on n'en abuse pas encore. D'accord. Et le jour où les populations jugeront qu'on en abuse, vous verrez qu'elles ne nous suivront. D'accord. Avant peut-être de donner... vous avez marché depuis août, pratiquement 6 mois. En termes de bilan... Vous voyez que je suis mieux portant. En termes de bilan, alors quel est le gain ou la perte de ces manifestations pour vous? Pour nous? Oui. Nous, c'est que nous avons vu que la cause qu'on défend est juste, puisque les populations ne nous ont pas abandonnés dans la rue. Ça, c'est la seule satisfaction que nous avons. Le reste, c'est les larmes, la sueur. Mais nous le faisons pour notre pays. On n'en récolte pas autre chose. Pas de... on n'a pas gagné de l'argent. On n'a rien gagné. Mais c'est peut-être que ça a permis pour qu'aujourd'hui, on s'asseye pour discuter. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens? Pourquoi ne pas continuer dans ce sens? Dans le sens du dialogue. Nous ne souhaitons que ça. Je vous l'ai dit, hein. Et je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que le président de la République aurait dit que l'armée veut qu'il reste au pouvoir, qu'il se représente en 2020. Ben pour le moment, le peuple nous dit de continuer à marcher. De donner? Non, mais Monsieur Patrick Lawson, si tant nous reconnaissons tous, en tant que citoyens togolais, que les manifestations de rue ont donné un coup à notre économie, parce que cette économie est essentiellement animée justement par le secteur de l'informel, et ceux qui subissent vraiment les contre-coups de ces manifestations, est-ce qu'il n'est pas aussi temps dans le camp de la coalition d'entendre justement d'une certaine manière les cris de détresse de tous ceux-là qui finalement subissent la mort dans l'âme, pour parler justement comme vous? Est-ce qu'il n'est pas temps justement d'écouter cela aussi? Mais je crois qu'on les écoute. Vous savez, je vais vous faire l'analyse ou la stratification de ceux qui participent à cette marche. C'est à 50% ou 40% la jeunesse désœuvrée. C'est à 40-50% les femmes et les hommes de l'informel, parce que quand ils vont au marché, ils ne vendent plus. Le pays ne marche plus. C'est ceux-là qui sont dans la rue. Et les 10%, bon, c'est ceux qui ont quelque chose encore à faire, les politiciens, ceux qui travaillent dans les services, etc. Mais la grande majorité, justement, c'est le loupen prolétariat et ces femmes de l'informel qui n'arrivent plus à vendre. Et c'est pour cela que tout le monde souhaite. Mais vous ne pouvez pas imaginer ce que nous vivons. Lorsque les gens apprennent que le dialogue s'est estompé, c'est comme si on est en train de creuser leur tombe. Parce que ils se disent, nous avons marché. On pensait que c'était la solution. Nous avons marché et nous avons cru que la solution est venue. Mais nous en sommes là. Et ces gens-là, ils continueront à marcher tant mais justement, ils seront aussi situés les responsabilités si jamais ce dialogue avait était un échec. Ils seront situés les responsabilités entre vous et le pouvoir. Mais on va vous donner quelques secondes. La responsabilité du pouvoir est grande. Ils viendront ici nous dire aussi que votre responsabilité est grande. C'est toujours comme ça que ça se passe. Oui, quelques secondes pour conclure, s'il vous plaît. Mais ma conclusion, elle est très courte. Oui. C'est que je crois que nous n'avons pas pris suffisamment conscience du sort de notre pays. Nous avons un pays qui n'est pas très grand, mais qui est peuplé d'hommes et de femmes de qualité, du nord au sud.
Nous avons pris notre temps à gâcher les relations sociales entre les hommes et les femmes de ce pays. Je crois qu'il est temps qu'on soit de l'opposition ou du pouvoir, qu'on se ressaisisse pour penser à notre pays, le Togo, de façon que ce pays puisse être reconstruit. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas que, en quittant cette salle, les gens continuent à penser que le Togo est peuplé d'une part des gens du sud et d'une autre part des gens du nord. Nous sommes les mêmes. Nous nous battons pour que ce pays redémarre. Merci voilà beaucoup. Tout ce que je pense. Merci beaucoup. C'est toujours ce que nous attendons dans cette émission. C'est des paroles comme ça que se prononcent, mais dans les actes, on ne sent pas que vraiment tout change, hein, que les choses changent des deux côtés. Point de vue pour aujourd'hui se referme ici. Merci pour votre attention. Merci à notre invité, M. Patrick Lonsson Bankou, premier vice-président de l'Alliance nationale pour le changement, député à l'Assemblée nationale. Merci également aux confrères de Dieudonné Korola, qui est directeur de publication du quotidien Togo Matin, Laurent Lorenzo à la mise en onde, Mathieu Mozo au micro, nous vous disons merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.